Donc comme l'a dit Monsieur Hafner, je suis médecin en neurourologie dans le service du professeur Gérard Maenko sur Paris. Voilà. 89%. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est si long. Voilà. Et pour le passer... C'est bon, ok. Je vais juste descendre un peu. Alors, donc du coup, on va charger de deux présentations. La première, donc sur les nouveautés dans la prise en charge en neurologie dans les dysgraphismes sacrés. Alors en fait, on ne peut pas parler seulement de prise en charge neurourologique, donc seulement sur le plan vésico-sphinctérien, parce qu'en fait, on a des troubles neuropérinéaux qui regroupent les trois sphères, donc à la fois la sphère vésico-sphinctérienne, la sphère anorectale et la sphère génitosexuelle. Et donc en fait, dans la présentation, j'ai choisi de présenter un petit peu les nouveautés dans chacune de ces trois sphères. Donc on va commencer par les troubles urinaires. Pourquoi les troubles urinaires ? Déjà parce que c'est là où on a le plus d'arsenal thérapeutique et puis surtout, comme l'a dit le docteur Knafo, en fait, la prise en charge urologique chez les patients atteints de dysgraphisme est vraiment importante. On voit que les personnes qui ont un myéloméningocèle, donc des dysgraphismes ouverts, ont une prévalence de 90% de troubles urinaires. Et puis dans le cadre des autres types de SPINA, cela représente 40 à 60%, donc quand même une proportion importante de patients qui ont des troubles urinaires. On a deux types, de grandes typologies de troubles urinaires selon en fait la localisation de la lésion. Pour résumer, pour que ça soit un peu simple pour vous pour la suite, donc j'ai divisé en deux grandes parties. Donc la vessie qui est dite neurologique centrale, en fait c'est une atteinte où on va avoir une hyperactivité de la vessie, c'est-à-dire au niveau de la phase de remplissage de la vessie, en fait on va avoir des contractions de la vessie de manière désinhibée qui vont provoquer les urgences et éventuellement des fuites. Et puis dans la phase de vidange, eh bien, on va avoir une rétention, mais parce que en fait, il y a une mauvaise coordination qui se fait entre normalement la vessie qui doit se contracter et puis le sphincter qui doit se relâcher. Dans le cadre d'une vessie plutôt neurologique périphérique, à ce moment-là, en fait, on a surtout une rétention, mais parce que, en fait, au moment de la phase de vidange, en fait, on doit avoir une contraction de la vessie, et en fait, cette contraction, elle n'est pas suffisante pour vidanger complètement la vessie. Et d'autre part, on peut également avoir une incontinence urinaire à l'effort parce que le sphincter, donc le petit robinet, il n'est pas assez fort. Donc ça, c'est les deux grandes typologies. Bien sûr, on peut avoir une symptomatologie mixte, à la fois centrale et périphérique, si on a une lésion qui se situe au niveau de la zone de transition. Alors, ma présentation a amené à quelque chose d'un peu catalogue, donc j'espère que ça ira. Alors j'ai divisé les différents traitements par type de symptômes urinaires. Donc on va commencer par l'hyperactivité vésicale. Donc l'hyperactivité vésicale, donc c'est ces envies urgentes, ces futures urgenturies, cette pollacurie, donc cette fréquence d'envie d'uriner qui se fait au niveau de la phase de remplissage. Et donc habituellement, en fait, dans le traitement de l'hyperactivité vésicale et détrusorienne, en fait, vous connaissez probablement l'utilisation des anticholinergiques, par exemple l'oxybutinine ou le ditropan, qui est principalement donné chez l'enfant. Et puis chez l'adulte, on a d'autres molécules qui sont le Séris, le Toviaz ou le Vésicaire, qui sont en fait des traitements qui sont des antagonistes spécifiques des récepteurs muscariniques et qui en fait vont bloquer la contraction de la vessie et donc diminuer ces contractions non volontaires de la vessie pendant les phases de remplissage, donc qui vont donner ces envies urgentes, mais qui, en contrepartie, peuvent diminuer la bonne contraction pour uriner. Ces médicaments sont classiquement donnés, mais ils ont des effets indésirables dus aux anticholinergiques qui sont la sécheresse des muqueuses, la constipation et à très long terme des troubles cognitifs, surtout chez la personne âgée. Alors, du coup, en termes de nouveautés, on a d'autres molécules qui existent, qui sont le mirabegron, donc on va revenir dessus, d'autres thérapeutiques comme la stimulation du nerf tibial postérieur, et puis je vais reparler un petit peu de la toxine intradétrusorienne.
Donc le mirabegron, c'est une autre molécule médicamenteuse qui a une action différente des anticholinergiques, qui est en fait un bêta-3 adrénergique et qui va non pas arrêter, diminuer la contraction de la vessie, mais en fait va permettre une meilleure relaxation de la vessie au moment de la phase de remplissage. Donc ça a une action complètement différente, donc du coup pas les effets indésirables des anticholinergiques. Donc il y a moins de sécheresse de muqueuse, il y a moins de constipation, il y a moins de rétention d'urine occasionnée par ce médicament. La seule chose qu'il faut surveiller, c'est la pression artérielle qui peut être augmentée à l'introduction de ce traitement. C'est un comprimé qui se prend 1 fois par jour. En fait, actuellement, il n'est pas proposé en première intention parce qu'en France, il n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Et donc, en fait, une boîte coûte à peu près entre 40 et 70 € selon les pharmacies par mois. Donc, ce qui est un coût assez important. Et bien qu'il a montré une bonne efficacité, je vous ai mis 2 études qui ont été réalisées dans des populations pédiatriques d'enfants spina bifida. On voit qu'il y a quand même une bonne efficacité sur la diminution des fuites, sur l'augmentation de la capacité vésicale et sur la diminution des contractions désinhibées du détrusor. Mais voilà, on ne propose pas en première intention parce qu'en fait, c'est un certain coût. Ensuite, comme autre type de traitement, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec cette technique qui est la stimulation du nerf tibial postérieur. En fait, c'est une technique qui se base sur le fait que le nerf tibial postérieur, en fait, qui est donc un nerf qui passe au niveau de la jambe, eh bien, en fait, c'est un nerf qui est mixte et qui partage des racines sacrées communes avec les racines sacrées qui vont innerver au niveau de la vessie. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aller stimuler ce nerf et du coup, diminuer en fait les contractions désinhibées du détrusor et surtout, ça module en fait les envies urgentes. C'est un moyen de stimulation qui est non invasive, puisqu'en fait, la stimulation, elle se fait via des patchs autocollants que l'on colle au niveau de la cheville, donc comme on voit sur les photos, en fait. Et en fait, là où est la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, on n'avait qu'un seul modèle de boîtier, donc l'Urostim 2, qui est le boîtier tout à gauche, où en fait, ce sont des patchs autocollants qui sont reliés à un boîtier électrique avec des fils, en fait. Donc, on a un peu le fil à la patte. Donc, il faut plutôt être assis pour le faire, c'est moins contraignant. Et maintenant, en fait, on a deux nouveaux boîtiers, donc le TNC Plus et l'Urostim Wireless, qui permet en fait de ne plus avoir de fil et qui a par exemple pour l'Urostim Wireless une connexion Bluetooth. Comme autre traitement pour l'hyperactivité détrusorienne, on a la toxine intradétrusorienne, donc le Botox, c'est ce qu'on met dans les rides, qui va permettre de diminuer ces contractions de la vessie. Actuellement, jusqu'à présent, on n'avait qu'une seule molécule de toxine, qui était la toxine Botox en fait, qui avait montré quand même une bonne efficacité dans l'hyperactivité détrusorienne chez les patients atteints d'hypertrophisme à la fois adultes et enfants, avec une amélioration de 60% dans les études. Et en fait, en juin 2022, il y a une deuxième toxine, donc une autre molécule en fait, qui a reçu l'AMM dans la vessie, qui est une toxine d'un autre labo, donc le Dysport, qui a donc eu l'autorisation de mise sur le marché. Donc maintenant, on a 2 types de molécules de Botox, de toxines botuliniques du coup, puisque Botox c'est une molécule et Dysport est une autre molécule qui fait partie de l'arsenal thérapeutique. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que en fait, parfois on peut avoir des échappements à la toxine. Donc si on était sous Botox, on peut avoir un échappement au bout d'un certain temps, avec cette toxine, et donc ça permet de pouvoir switcher pour une autre molécule. Et en fait, c'est aussi intéressant parce qu'il y a peut-être des patients qui sont traités par Botox dans la vessie pour une hyperactivité détrusorienne, mais qui ont également une spasticité et qui ont des toxines au niveau des membres. Et donc, ça permet, par exemple, pour la molécule de Dysport, d'avoir plus d'unités pour traiter au niveau des membres, en fait. Puisque pour Dysport, on a une AMM avec 600 unités et 800 unités versus Botox qui était 200 et 300 unités. Je ne sais pas si c'est clair.
Ensuite, on m'a demandé de parler un petit peu de la stimulation vagale, qui est très à la mode de nos jours. Alors, la stimulation vagale, en fait, c'est une stimulation qui va se faire au niveau du nerf vague. À la fois, et donc en fait, il y a deux types deux types de stimulation. Une stimulation qui est invasive, qui va être une stimulation au niveau susclaviculaire, et puis une stimulation qui est non invasive par voie transcutanée au niveau de la conque de l'oreille. Alors le nerf vague, en fait, c'est un nerf donc parasympathique qui va permettre de réguler au niveau du système végétatif de multiples organes. Les organes au niveau, en fait, le système nerveux végétatif régule plein d'organes, donc le cœur, tout ce qui est déglutition, au niveau digestif, voire parfois la vessie. Et donc en fait, on sait actuellement, il y a beaucoup d'études sur l'action de ce nerf vague, à quoi il sert, est-ce qu'on peut jouer dessus pour traiter donc du coup les différents organes, et on s'est posé la question du traitement dans la vessie. Alors, est-ce qu'il y a du vague dans la vessie? Alors, si on regarde un petit peu les études, on en retrouve chez le rat sain, on ne retrouve pas chez les chiens sains, ni chez les hommes sains. Voilà. Mais par contre, on en retrouve chez les hommes atteints de blessés médulaires. Donc, pourquoi pas? Et en fait, dans ces études où on retrouve du nerf vague dans la vessie, donc pas chez les hommes sains, mais chez les hommes blessés médulaires, en fait, il existe en fait post-lésionnel une sorte de sprouting vagal. Donc, sprouting, c'est comment dire, les racines qui repoussent en fait au niveau de la vessie. Alors le problème, c'est que c'est très à la mode, mais actuellement, il n'y a pas d'études sur l'effet de la stimulation du nerf vague dans la vessie. Donc je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. On pense que ça pourrait fonctionner. Pourquoi? Parce que ça a montré une certaine efficacité dans tout ce qui est anti-inflammatoire, donc dans tout ce qui est les vessies douloureuses. Ça peut marcher effectivement, parce que en fait, au niveau pelvien, en fait, on a une communication entre les différents organes, donc rectum, vessie et organes génitosexuels. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas parler que de prise en charge neuro-urologique. Et donc, pourquoi pas en fait stimuler le nerf vague qui a une action sur les intestins peut éventuellement avoir une action sur la vessie, mais au jour d'aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'études qui nous montrent de manière claire que l'efficacité. Néanmoins, on peut toujours l'essayer et peut-être qu'à terme, on montrera l'efficacité dessus. Alors ça, c'était pour les nouveautés en termes d'hyperactivité de la vessie. Et donc, je passe à l'incontinence urinaire à l'effort, qui, dans les patients atteints de dystrophisme, est principalement sur incompétence sphinctérienne. Alors, le gold standard du traitement de l'incompétence sphinctérienne dans les dystrophismes, c'est le sphincter artificiel, je ne reviens pas dessus. Néanmoins, en fait, le sphincter artificiel peut montrer des contraintes qui sont des difficultés à manier la pompe. En fait, vous savez ce que c'est un sphincter artificiel? En fait, c'est on met une sorte de manchette qui va se mettre au niveau du sphincter, et en fait il est en permanence serré, et on va l'ouvrir au moment de la miction en appuyant sur une pompe qui se trouve soit au niveau des grandes lèvres chez la femme, ou soit au niveau des testicules chez l'homme. Et donc du coup parfois peut se poser le problème de difficulté à manier donc cette pompe. Parfois on peut avoir des complications d'érosion de la manchette qui, du coup, comme elle est en permanence serrée au niveau du sphincter, et bien à terme peut abîmer l'urètre. Et donc maintenant on a des perspectives sur de nouveaux types de sphincters artificiels, donc surtout des sphincters électroniques qui peuvent en fait s'activer, se désactiver via des téléphones portables, des smartphones, et qui permettent aussi de moduler la pression qui est exercée en fait au niveau du sphincter. Et donc pallier à cette difficulté à manier la pompe et à cette pression fixe au niveau de l'urètre. Donc il y en a différents types. Par exemple, là, il y a en cours un sphincter artificiel électronique. Donc c'est des études qui sont en cours à Cochin, en République tchèque et en Espagne, où là, pareil, donc il n'y a pas de pompe. Et en fait, c'est activé via un sorte de smartphone, un petit boîtier.
Là, on a également un autre type de sphincter électronique qui est en cours d'étude en France, où en fait, le sphincter il est passé au niveau du conduit urétral, et en fait la pression exercée va être différente selon le type d'activité que fait le patient, puisqu'en fait c'est une incontinence urinaire à l'effort, donc plus l'activité est importante, plus en fait le sphincter doit être serré. Et enfin, d'autres types chirurgicales, donc les ballons, qui sont en fait des ballons en fait, qu'on met au niveau du col de la vessie, qui vont être progressivement remplis. Et donc ça, c'est en cours d'étude chez l'enfant. Pour le traitement de la dysurie, donc principalement sur vessie hypoactive, le gold standard, c'est les sondages urinaires. Donc maintenant, il y a plusieurs types de sondes avec des packaging et des lubrifications différentes. Donc tout le monde peut trouver la sonde qui lui correspond. Mais là où je voulais revenir un petit peu dessus, c'est que donc, en cas de difficulté au sondage, on peut avoir des alternatives chirurgicales. Donc par exemple le Mitrofanov qui est un orifice au niveau du nombril qui va permettre de se sonder via une stomie au niveau du ventre si le périnée est difficile d'accès, ou après, si les sondages ne sont pas possibles, une dérivation donc non continente de type Bricaire. Et en fait, là où il y a une nouveauté, c'est que maintenant, ces chirurgies, elles se font surtout par robot assisté. Alors, je ne suis pas chirurgienne, mais en tout cas, ces chirurgies robot assistés permettent de réduire la durée d'hospitalisation, de diminuer les complications et le temps opératoire. Autre concept dont je voulais vous parler et qui est très important, c'est le concept de crosstalk. Parce qu'en fait, on ne peut pas traiter donc, les troubles urinaires sans parler des troubles anorectaux. Et puisqu'il existe une communication entre le rectum et la vessie, il est donc nécessaire que pour améliorer les troubles urinaires, eh bien, on a une amélioration, on optimise le traitement de la constipation. Donc ne soyez pas étonnés si votre médecin neurourologue vous demande d'avoir un transit bien conservé et de ne pas être constipé, alors que vous, ça ne vous gêne pas et que vous venez principalement pour des troubles urinaires. D'autres perspectives que j'ai mis un petit peu à la fin, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est pas commercialisé en France. Je crois que c'est commercialisé en Allemagne. C'est une prothèse intra-urétrale, donc c'est que pour les femmes, où en fait, on met un petit dispositif au niveau de l'urètre, donc le tuyau du pipi, et donc en fait, il va être activé, comme on le voit sur la petite diapositive, via un matériel Bluetooth. Et donc en fait, ça va ouvrir. En fait, c'est un tuyau et en fait, c'est comme une sonde urinaire qu'on met en intra-urétral et elle va s'ouvrir au moment où on l'active via le petit dispositif. Et enfin, il y a des techniques chirurgicales qui sont encore en cours d'étude, qui sont en fait des réinnervations où on va prendre les racines nerveuses donc qui partent au niveau lombaire et on va les anastomoser avec les racines sacrées qui sont lésées pour redonner une miction. Pour l'instant, ça a montré de bons résultats sur des études chinoises, mais sur les études européennes ou américaines, les résultats ne sont pas encore significatifs. Donc pour l'instant, c'est encore à l'étude. Enfin, concernant les infections urinaires, on a montré une bonne efficacité du démanose dans la prévention des infections urinaires. Donc en fait, c'est des sortes de compléments alimentaires et de vitamines. Alors maintenant, les troubles anorectaux, où je voulais vous parler de deux choses. C'est tout d'abord la part du régime, avec la nécessité de prendre à la fois des fibres solubles et insolubles, parce qu'en fait, les fibres solubles, ce sont des aliments qui vont permettre une sorte de mucilage, donc avoir des selles qui vont bien glisser dans le tube digestif, et puis les fibres insolubles qui vont, elles, faire apporter de l'eau dans les matières fécales, et donc diminuer la constipation. Donc la constipation, c'est vraiment important de prendre en compte l'aspect diététique. Et puis, il y a des lavements coliques qui existent. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent donc, le Peristin, par exemple. Donc, c'est un lavement colique à l'eau avec donc, un dispositif qu'on met en intrarectal. Et puis, en fait,
on instille de l'eau du robinet via une pompe, donc c'est le dispositif à gauche. Et maintenant, en fait, on a un nouveau dispositif qui est sur le même principe, sauf qu'à la place d'avoir une poire qui permet le gonflement et donc l'instillation d'eau, eh bien, en fait, tout est électronique et c'est juste des boutons appuyés. Donc parfois, c'est aussi plus facile à manipuler. Et donc ça, c'est en cours d'étude dans notre service. Donc c'est le Navina. Au niveau des fuites fécales, eh bien on peut mettre en place des tampons obturateurs au niveau anal, donc les Optal, donc ça existe depuis un certain temps. Et puis il y a d'autres dispositifs qui existent, comme le dispositif Eclipse, où cette fois-ci, en fait, le dispositif, il est mis, donc en fait c'est pour la femme, donc en intravaginal, et en fait il va aller comprimer le canal anal en postérieur. Enfin, sur les troubles génitaux sexuels, en fait, il y a plusieurs thérapeutiques qui existent pour la dysfonction rectile, donc tout ce qui est médicamenteux, les Viagra, les garrots péniens, les injections intracaverneuses. En fait, l'idée c'est d'aller, en fait, pour maintenir l'érection, il faut donc la vasodilatation au niveau du pénis et puis un retour veineux qui soit bloqué pour que le sang reste dans la verge et donc permettre le maintien de l'érection. Et en fait, la nouveauté, c'est qu'il existe maintenant un autre type d'instillation de prostaglandine. Avant, ça se fait donc par les injections intracaverneuses, donc des piqûres en fait qu'on fait au niveau de la verge. Et là, en fait, il y a un autre produit qui existe qui est le Vitaros et qui cette fois-ci, c'est un gel que l'on met en intra-urétral. Donc, il n'y a pas de piqûre. Et enfin, il y a une technique chirurgicale qui est en cours d'étude, qui est une technique de réinnervation, en fait, où on va faire une micro-anastomose du nerf ilio-inguinal, donc lombaire, sur le nerf dorsal de la verge. Et en fait, ça a montré une amélioration de la sensibilité au niveau du gland à 80% chez 30 patients, donc 18 spina et 12 blessés médulaires. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé par ce catalogue. Et donc on va passer à la deuxième présentation. Un petit problème de souris. Je vous prends une feuille. Elle est un peu lente. Ah voilà, c'est ça. Où je vais cette fois-ci vous parler d'éducation thérapeutique en santé sexuelle au cours des dysgraphismes, un enjeu majeur dans la prise en charge multimodale et qualitative des troubles neuropérinéaux. Alors, c'est pas moi qui ai choisi le titre, qui est un peu long. Donc voilà, je vais commencer. Alors, pourquoi c'est important ce concept de santé sexuelle, qui est en fait l'état de bien-être physique, émotionnel et mental associé à la sexualité. En fait, ça fait partie d'une stratégie nationale qui va être étendue entre 2017 et jusqu'à 2030 sur la promotion de la santé sexuelle, à la fois sur les connaissances qu'on doit donner aux patients, sur le fait qu'il faut améliorer le parcours de santé en matière de santé sexuelle, améliorer la santé reproductive, répondre aux besoins des populations et promouvoir en fait la recherche, les connaissances et les innovations au niveau de la santé sexuelle. Donc c'est pas seulement une volonté juste de notre part, ça fait partie vraiment de l'ère du temps et des projets même institués au niveau gouvernemental. Alors, on va parler d'un peu de handicap et sexualité. En fait, il y a une loi qui est passée en 2005 sur l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées et ça aussi en termes de santé sexuelle. En fait, il faut parler de sexualité à la fois en termes de sexualité plaisir, mais aussi en termes de reproduction. En fait, ces deux parties sont très importantes. Et au jour d'aujourd'hui, quel est le regard de la société sur notre sexualité? Alors, il y a un sondage qui a été
que je trouve assez intéressant. C'est un sondage IPFOP qui a été fait par l'APF. Et donc en 2006, 61% des patients pensaient que les personnes en situation de handicap n'avaient pas de vie sexuelle. 87% pensaient que vivre en couple avec une personne en situation de handicap nécessitait du courage. Et 36% des Français interrogés pensaient que les personnes en situation de handicap pouvaient avoir une vie sentimentale et sexuelle. Et les choses ont quand même changé en l'espace de 10 ans, avec maintenant 96% des Français qui estiment que les personnes qui ont une situation de handicap pouvaient avoir une vie sexuelle et une vie sentimentale, et que 93% pouvaient avoir des enfants, parfois avec une aide. Donc vous voyez que les mentalités ont quand même beaucoup changé en l'espace de 10 ans. Alors, c'est quoi l'éducation thérapeutique en santé sexuelle? Donc, c'est une démarche éducative qui est structurée, qui fait appel à la fois à des informations, de la compréhension au niveau des connaissances en termes de sexualité, sur les troubles sexuels que l'on peut rencontrer, sur les maladies sexuelles transmissibles ou pas, sur le fait d'avoir une perception claire de qu'est-ce qu'est une sexualité, qu'est-ce que c'est d'avoir une relation saine avec les personnes, sur les relations amoureuses. Avoir également des connaissances sur la gestion des événements de la vie génitale, donc notamment pour une femme, donc tout ce qui est les règles, la grossesse, et tout ce qui est aussi des informations sur la procréation, et puis avoir des éléments pour réaliser éventuellement des auto-soins. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des techniques pour la dysfonction sexuelle. Donc, par exemple, si on utilise des injections intracaverneuses, donc savoir comment les réaliser soi-même, par exemple. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est l'ensemble des activités et des comportements qui sont liés à la vie amoureuse et affective, qui font partie de la personnalité d'une personne, mais c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui s'apprend au cours de temps et qui va se construire et évoluer tout au long de la vie. Et donc, la démarche d'éducation thérapeutique est importante et on le verra à la fois multimodale et avec des attentes différentes selon en fait l'âge du patient. Alors pourquoi c'est important d'essayer de faire de l'éducation thérapeutique en santé sexuelle? Parce qu'en fait on s'est aperçu qu'il y a vraiment une attente de la part des patients avec vraiment un manque d'informations. On s'aperçoit que finalement 2/3 des patients n'en parlent pas forcément en consultation. Et que parfois 2/3 des médecins n'en parlent pas non plus aux patients. Alors que pourtant, 50% des patients SPINA sont sexuellement actifs. Donc ça fait quand même partie des thématiques qu'il faut aborder. Alors un bref rappel des troubles génitaux sexuels chez le patient spina bifida. Donc on sait que c'est une atteinte donc au niveau lombo-sacré et en fait tout comme pour la vessie, selon la localisation de l'atteinte, eh bien on va avoir une clinique qui va être différente. Puisque, en fait, au niveau de la moelle, les centres de l'érection et de l'éjaculation, donc pour l'homme, et lubrification et orgasme pour la femme, se situent soit au niveau thoracolombaire, soit au niveau sacré. Et donc, on voit dans la littérature que, globalement, les troubles génitaux sexuels chez l'homme existent avec jusqu'à 91% de dysfonction érectile, 75% des troubles de l'éjaculation et de l'orgasme, et des troubles de la sensibilité à 33%. Plus la lésion est basse, meilleure est l'érection. C'est ce qui avait été retrouvé dans une revue de littérature. Et chez la femme, pareil, en fait, on a des troubles de la sensibilité, des troubles de la lubrification et de l'orgasme. Je rappelle, en fait, la lubrification, c'est le pendant de l'érection chez l'homme et l'orgasme, c'est le pendant de l'éjaculation de l'homme. Voilà. Alors, en termes de spécificité de prise en charge sexologique chez les patients spina bifida, en fait, il y a deux choses. C'est qu'à la fois, c'est une prise en charge multimodale et on va avoir avec la distinction entre dysfonction sexuelle primaire, secondaire et tertiaire, c'est important, et puis des attentes qui sont différentes selon la classe d'âge. Alors, je pense que c'est important de bien différencier ces différents types de dysfonctions sexuelles, parce qu'en fait, les trois sont liés, mais la prise en charge va être différente. Et donc, la première dysfonction primaire, c'est l'impact direct de la maladie ou de la lésion
sur les troubles sexuels. Donc si par exemple vous avez une lésion au niveau sacré, et ben en fait le fait d'avoir cette lésion sur les racines qui vont s'occuper de l'érection et de l'éjaculation, et bien vous allez avoir une dysfonction. La dysfonction sexuelle secondaire, ça va être en fait le retentissement d'autres dysfonctions que vous avez. Donc si vous avez des troubles de la sensibilité, de la fatigue, de la spasticité, des troubles sensitifs, une incontinence urinaire ou fécale, des troubles cognitifs ou les effets indésirables des médicaments, et ben ça va avoir un retentissement sur votre fonction sexuelle. Et à ce moment-là, c'est une dysfonction sexuelle secondaire. Et donc en fait, le traitement, c'est le traitement de la cause de cette dysfonction. Et puis la dysfonction tertiaire, c'est l'impact en fait plus sociétal sur les fonctions sexuelles, donc le fait que voilà, il y a un certain isolement, un manque de confiance, une frustration, une altération de l'image de soi, de la colère, de la culpabilité, la perte de la virilité chez les hommes, voilà. Donc ça, c'est une dysfonction sexuelle tertiaire. Et donc, en consultation, eh bien, on essaie vraiment de distinguer ces 3 types de dysfonctions, donc primaire, secondaire et tertiaire, pour cheminer ensemble et de savoir, voilà, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et voilà. Alors ça, c'est pour les dysfonctions, c'est pour la prise en charge multimodale. L'autre spécificité, c'est qu'on a des attentes qui sont différentes selon les classes d'âge, puisqu'en fait, le spina bifida, c'est une pathologie congénitale, donc c'est présent dès l'enfance, et donc on a des attentes différentes quand on est enfant, adolescent surtout, et puis après à l'âge adulte. Chez l'enfant et l'adolescent, en fait, il y a ce concept de néosexualité, puisqu'en fait, au début, les enfants, il n'y a pas forcément de sexualité, et puis les questions arrivent finalement à l'adolescence. Et je trouvais ça assez intéressant, parce que c'est une étude qui a été réalisée au moment de la transition ado-adulte, et en fait, on voit que le sujet de sexualité n'est finalement abordé de manière systématique que dans 20% des consultations de transition. Donc ça, c'était une étude de 2017, donc j'espère qu'on fera mieux dans le futur. Et finalement, en fait, il y a peu d'éducation sexuelle qui est spécifique à la pathologie. Enfin, les ados, globalement, ils ont les cours d'SVT au collège et au lycée, et puis c'est tout. Et en fait, les ados qui ont un spina bifida, personne vraiment ne leur parle des spécificités. Donc ces dysfonctions primaires, sexuelles primaires, liées à leur pathologie, voire même secondaires, liées à leur pathologie. Et finalement, ce qui a été retrouvé, c'est que l'éducation sexuelle de ces ados est principalement faite à l'école, donc c'est une éducation assez globale, ou par les parents. Là, il y avait même une étude qui montrait, en fait, selon les différents âges, ce que pouvaient dire les parents et ce que pouvaient dire les professionnels de santé, donc en termes de connaissances sur le développement, sur la puberté, le fonctionnement sexuel et surtout les relations saines avec les personnes et la prévention des conduites à risque. Donc finalement, chez les adolescents, ça va être surtout de parler, voilà, du fonctionnement donc de la puberté, des règles pour les filles, de la prévention des maladies sexuellement transmissibles, de qu'est-ce qu'est une relation saine envers les différentes personnes et un petit peu le fonctionnement sexuel. Mais chez les adultes, en fait, l'attente, elle va être différente. L'attente, ça va être à la fois une sexualité plaisir, donc avec des conseils plutôt posturales sur les stimulations, les zones érogènes, parce que parfois on peut avoir des troubles de la sensibilité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de plaisir, parce qu'on peut avoir d'autres zones érogènes qui sont non pathologiques, et donc ressentir quand même du plaisir. On peut avoir des conseils en termes de sexothérapie, en termes de thérapeutique, les sextoys, ou les médicaments dont je vous parlais. Ils vont avoir des demandes également en termes de procréation, donc comment ça se passe, la grossesse, qui doit être, je le rappelle, quand même encadrée par l'équipe qui vous suit, parce que il y a parfois des médicaments qui ne sont pas compatibles avec la grossesse.
Donc parfois, il faut changer certains traitements. Et au niveau de l'accouchement, est-ce que c'est possible de faire un accouchement par voie basse, la problématique de la péridurale aussi chez la femme, qui souvent, avec une moelle qui est basse, n'est pas possible. Donc voilà, toutes ces questions-là qui se surajoutent en fait par rapport à la problématique des adolescents. Et donc, dans les termes de perspective, donc, dans notre service, donc, on a fait un groupe de travail où on a commencé à faire un guide méthodologique sur l'éducation thérapeutique en santé sexuelle chez les patients spina bifida. Et en fait, on a pour objectif de mettre en place vraiment des ateliers spécifiques de sexologie. Et donc, du coup, j'en profite pour faire appel à vous. Si il y a des thématiques particulières sur lesquelles vous aimeriez qu'on développe, en fait, soit en termes de, je sais pas, des thématiques plus procréation, plus fonctionnement sexuel, plus auto-soin, réalisation d'injections. Voilà, donc tout ça, c'est assez ouvert et je pense que dans les futures années, donc c'est vraiment un projet qu'on va construire ensemble. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour cette présentation et en particulier d'avoir respecté l'horaire. On voit que chez Amarinco, tout le monde respecte l'horaire. Oui. Est-ce que vous avez des questions? J'espère avoir assez de suite. Non, je n'ai pas beaucoup de soucis. Ça a l'air non. Non, il n'y a pas. Je ne peux pas faire mieux, vous voyez. Attendez, on va faire autrement. On va résoudre le problème autrement. Comme ça, voilà. Bonjour, je vous remercie, Dr Tong, pour cette présentation. En fait, je voulais vous demander par rapport à certains spinas qui ont une baiance anale. Je ne sais pas si ça existe fréquemment et quelles sont les solutions thérapeutiques à proposer en général. Alors après, tout dépend. Alors, il y a plusieurs choses. Donc oui, ça existe, puisque en fait, si on a une atteinte périphérique, eh bien, on peut avoir, tout comme l'incontinence urinaire à l'effort, les sphincters de manière globale qui ne fonctionnent pas. Donc la béance anale peut exister. Souvent, on va commencer par limiter les fuites anales en vidant l'ampoule rectale. Donc l'ampoule rectale, c'est le petit réservoir qui se trouve juste au-dessus. Et donc l'idée, c'est d'aller essayer des thérapeutiques qui permettent de vidanger cette ampoule rectale de manière régulière à heure fixe. Donc soit par des suppositoires si le suppositoire tient, ou justement les lavements. Puisque en fait, si l'ampoule rectale est vide, eh bien en fait, il n'y a pas de fuite puisqu'il n'y a rien qui fuite. Après, on peut aussi utiliser, donc comme je vous l'avais dit, donc les tampons obturateurs, qui sont en fait des tampons qu'on met au niveau anal et qui permettent de retenir les selles. Ces tampons, en fait, ils s'utilisent une fois par jour. Il faut les changer tous les jours. Après, souvent, on arrive à s'en sortir comme ça, avec donc cette vidange de l'ampoule rectale qui fait que la béance anale, en fait, elle reste telle qu'elle est, mais comme il n'y a pas de matière fécale dans le réservoir, eh bien, il n'y a pas de fuite. Ça reste encore assez exceptionnel des chirurgies sur la béance anale au jour d'aujourd'hui. Ça peut arriver qu'on propose aux chirurgiens, mais ça reste encore exceptionnel. Voilà. Autre question? Merci, bonjour. J'ai une question concernant les médicaments pour la vessie hyperactive, dont vous avez cité, donc Tobias, Seris, Vesicare. Pour les personnes qui ont justement ça constipe. Moi, mon cas est vraiment, je suis constipée. En fait, j'ai regardé dans vos slides, il y avait d'autres solutions, genre des injections, vous proposiez, parce que, en y réfléchissant, ça fait un moment que je prends ces médicaments, mais ça devient un cercle vicieux par rapport à ma situation, parce que ça me constipe en même temps. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, j'ai Péristine, qui je le supporte très mal, en fait. Voilà, juste, qu'est-ce qu'il peut y avoir?
Alors, donc, si on a une intolérance aux anticholinergiques, donc il y a le Mirabegron, mais voilà, qui a un certain coût au niveau financier. Et après, on peut éventuellement passer aux injections de toxines. Mais comme je vous ai dit, c'est des injections qui vont vraiment bloquer les contractions au niveau de la vessie. Et donc, ça bloque les mauvaises contractions, celles de la phase de remplissage qui sont embêtantes sur les environnantes, mais ça va bloquer aussi la bonne contraction pour uriner. Et donc, en général, quand on passe aux injections de toxines dans la vessie, il faut apprendre les autosondages pour pouvoir vidanger la vessie. Voilà. Les injections de toxines. Alors, les injections de toxines, ce sont des injections donc, au niveau du muscle de la vessie qui se font 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Voilà. Avec une action qui va être progressive, donc ça met à peu près 2 semaines à agir, pleine efficacité à 3 mois, et puis après ça rediminue. Donc en fait, c'est une thérapeutique qui est transitoire, et donc c'est pour ça qu'on l'a fait tous les 6 mois. Bonjour, Jean-Marie Joannick. Je voudrais faire 2 commentaires. Le premier, il concerne l'accompagnement à la sexualité pour les patients, plus que d'éducation à la sexualité. Je trouve que c'est un concept qui date un peu des années 80. Monsieur Hafner a rappelé tout à l'heure que je crois qu'il faut dire les choses. Il y a un développement considérable à avoir concernant l'âge de la transition, et cette notion doit être intégrée à la transition. Je pense qu'elle doit reposer sur des ressources qui sont certainement extérieures aux principaux acteurs médicaux qui prennent en charge les enfants et les adolescents, parce qu'à l'évidence, c'est pas avec un médecin MPR qu'on suit en consultation très régulièrement depuis qu'on est bébé ou enfant qu'on va pouvoir élaborer ces problématiques. Je crois aussi qu'il faut faire appel à des ressources extérieures en termes de conseils et d'informations autour des infections sexuellement transmissibles. Vous savez que tous les patients qui sont vulnérables par une pathologie quelle qu'elle soit sont beaucoup plus à risque et exposés à cela, et également une information qui doit être apportée sur la contraception. C'est autour de ces concepts-là qu'on a construit avec Pauline Lallemand la plateforme de transition de Trousseau. Je pense que c'est un point important. Et puis je voudrais aussi saluer le très fort dynamisme français en matière de prise en charge de vessie neurologique. Vous avez cité à de nombreuses reprises des travaux de Benoît Perronnet à Rennes, également de Véronique Fay à Trousseau. Je crois qu'on peut s'enorgueillir d'avoir des experts en France qui sont extrêmement dynamiques. À nous d'apporter une synergie, peut-être pour des travaux de recherche qui soient collaboratifs et qui se fassent également en lien avec nos collègues européens. Célia Crétol, filière Neurosphinx. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Marie. Je voulais souligner effectivement qu'en France, on a maintenant 12 plateformes de transition qui accompagnent dans les hôpitaux les jeunes. La transition, c'est une période extrêmement longue qui dure de 13 ans jusqu'à 20 ans avant le transfert du dossier en secteur adulte. Et je suis aussi complètement d'accord sur le fait que l'hôpital va mal, l'hôpital est déficient. Il faut s'appuyer sur la ville, sur les structures de ville. Je regarde, moi, très attentivement les DAC. Je ne sais pas si c'est une notion que vous avez. C'est des dispositifs en ville qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que c'est des ressources vraiment intéressantes. Est-ce que c'est une surcouche parmi toutes les couches? Mais pour nos jeunes qui vont vers des secteurs adultes extrêmement aléatoires, je dirais, parce que nos retours, c'est quand même que vous êtes en souffrance à l'âge adulte, avec un défaut de suivi. Je pense que c'est des ressources intéressantes qu'il faut suivre. Alors, c'est le début, hein. François, je sais que vous suivez tout ça de très près. Je suis dans un DAC. Et ben voilà. Donc, je pense que c'est vraiment des ressources. Mais je pense que... Très bien. Bon, mais l'hôpital ne suffira pas, c'est sûr. Et une deuxième remarque sur la toxine, en pédiatrie, en tout cas, on a un maximum de 3 injections, parce qu'au bout d'un moment, on est face à une incapacité de réaction de la vessie à la toxine, et il peut y avoir aussi la formation des anticorps contre la toxine botuliниque, ce qui reste quand même une alternative très, très temporaire.
Chez l'enfant, en tout cas. Moi, je n'ai pas l'expérience de l'adulte. Hein. Il ne faut pas retenir quand même que c'est un traitement qu'on va donner sur le long Moi, je parlais cours, de l'adulte. Hein. Je suis médecin adulte. Hein, en tout cas, en pédiatrie, on se donne 3 injections maximales et après, on réfléchit à l'agrandissement de vessie. Hein. Et puis surtout, chez l'enfant, je crois que ça se fait sous anesthésie générale. Donc c'est beaucoup plus contraignant. Même les touchés rectaux, on les fait sous AG. Donc, il ne s'agit pas de rajouter de la douleur. Je me souviens quand j'étais passée chez Pauline Lallemand, effectivement, c'était... Merci. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Et ça va être une des dernières questions, parce que sinon, on va exploser l'horaire. Oui, bonjour, Yannick de Bordeaux. Je voulais faire un appel aux médecins, professeurs, etc. Il existe, on évoquait tout à l'heure le problème de garder les comptes rendus médicaux, les photographies, etc., les radios, etc., qui, dans notre vie de spina, deviennent des tomes. Hein, ça devient compliqué à garder et à stocker à la maison. On finit par détruire les plus anciens, qui parfois peut être une erreur. Il existe maintenant le DMP, les clouds, etc. Je me dis que ça serait bien que, au fur et à mesure, vous puissiez mettre tout ça sur les dossiers cloud des patients pour justement passer d'un hôpital à un autre, parce qu'en France, on bouge beaucoup. Parfois, on passe de Paris à Bordeaux, à Lille, etc., de façon à ce que les professionnels qui puissent nous suivre ou se mettre en relation avec vous, vous puissiez interagir, puisque je sais qu'entre hôpitaux, entre CHU, il n'y a pas toujours les mêmes logiciels pour pouvoir lire les documents. Ça serait peut-être bien de réfléchir aussi à comment aider les patients à garder ces documents précieux pour pouvoir avoir un suivi le plus juste possible et le plus efficace possible. Ça fait 10 ans que dans mon service, je demande qu'on ait accès. Les secrétaires n'ont plus. C'est un problème qu'on a évoqué hier avec le groupe. Le problème, c'est que vous avez un logiciel Egide, je crois, la PHP. Oui. On n'a pas accès en fait à l'espace-santé.com et nos secrétaires n'ont pas accès pour l'instant aux espaces santé des patients. Concernant le DPI, dossier patient informatisé, effectivement, on a 0 accès pour l'instant. Je parle de Necker, hein, mais je crois que c'est ensemble déjà. Ça fait 10 ans que je le demande, pour la transition notamment. Oui. Ça, c'est un point très important. Je crois que le dossier médical partagé, on a compris que pour l'instant c'est quelque chose de nébuleux, une véritable chimère. Moi je pense que ce qui va débloquer les choses, c'est les démarches d'Amélie pour que le patient soit lui-même acteur de son propre espace santé. Absolument. C'est ça. Je pense que, encore une fois, on va pouvoir se reposer sur les hôpitaux. Non, là, il y a un gros travail de pression à faire au niveau de Fatome, qui est le directeur de la CNAM, et de la DGS, la DGC et des HOS. Parce que c'est pas normal qu'on crée mon espace santé et que vous ne puissiez pas y accéder. Et c'est une transmission indispensable entre vous et le médecin traitant. Les lignes vont bouger parce que les tuteurs réalisent que ça va être également pour elles, au sens large, une source d'économie majeure. C'est une source d'économie énorme. Puisque n'importe quel praticien qui aura accès au dossier avec l'accord du patient va pouvoir voir les antécédents et tout ça. Ça va éviter des redites, des doublons, etc. Non, c'est un point très très important qu'il va falloir que nous évoquions au plus haut niveau. Tout à fait. On en a longuement parlé hier et c'est une idée qui va s'imposer, forcément. Bien, je crois qu'on va remercier le Dr Teng qui nous a fait une présentation à peu près complète de ce qui existe actuellement dans les domaines qu'elle a évoqués.